Les EHPAD, c'est un sujet important pour nous à l'USPO. On a travaillé dessus depuis de nombreuses années et le pharmacien correspondant dont on a parlé tout à l'heure trouve pleinement sa place au sein des EHPAD et au sein de l'équipe de coordination. De même que le pharmacien référent au sein de l'EHPAD, avec comme rôle de ce qu'il connaît sur le médicament. Allô? Ouais, Pierre, ça coupe un petit peu. Ah. Je parlais du pharmacien référent avec son expertise qu'il a sur le médicament, la possibilité qu'il va avoir d'adapter et de proposer le livret thérapeutique aux médecins et d'avoir sa place de coordination au sein de l'équipe soignante. Bien évidemment, quand on parle d'EHPAD, on parle aussi de la PDA. La PDA, on l'a fait dans les EHPAD de différentes façons et pour la faire bien, il faudrait qu'on ait absolument la sortie des bonnes pratiques de faisabilité de la PDA, qu'on attend toujours. Il faut absolument qu'on ait ça pour pouvoir faire une PDA de qualité et qui puisse être normée et pour laquelle après on puisse être rémunéré. Bien sûr, aussi, la dispensation adaptée, donc l'avenant 20 de la Convention qui vient de paraître au journal officiel, trouve aussi pleinement sa place dans l'EHPAD, avec une dispensation en fonction des médicaments qui sont en posologie variable, en fonction des besoins des patients. Là aussi, on se recentre sur le besoin des patients et on met le patient au cœur de… ça va pas? Ça coupe un petit peu, Pierre. Si tu veux, je poursuis ce que tu viens de dire. Vas-y, parce que là, j'ai plus de connexion. D'accord. Dans la dispensation adaptée, ça veut dire qu'on sait très bien qu'un certain nombre de personnes âgées ont des traitements comme le paracétamol, comme les macrogols ou la maline ou tramadol à des quantités qui sont variables en fonction de la douleur, en fonction de la situation du patient. Et donc, c'est de donner la juste dispensation qui correspond aux besoins des patients à un moment donné et de ne pas délivrer des quantités qui feraient qu'un certain nombre de médicaments ne sont plus utilisés. Et donc, on incite à travers la dispensation adaptée, avec cet accord qui va se mettre en place au 1er juillet, le pharmacien à poser la question au patient pour donner la quantité dont il a juste besoin et pas une quantité qui risque de se retrouver stockée, voire mal utilisée chez le patient. Donc ça, vous voyez, on change là aussi l'image du pharmacien, c'est on cherche le bon usage et on sait que quand on est en face de personnes âgées qui ont bien évidemment une physiologie qui a complètement changé, avec un rein qui fonctionne moins bien, un foie qui fonctionne moins bien, eh bien on sait que pour ces patients-là, le paracétamol, d'autres médicaments à posologie maximum, à longue durée, pourraient avoir des conséquences non délétères par rapport à leur prise en charge. À la fois le risque iatrogène et le risque de mauvais dosage. Donc voilà, une stratégie avec les médecins pour que le patient prenne juste la quantité qu'il lui faut pour le soulager, pour répondre aux symptômes et gommer les symptômes qu'il faut prendre en charge. Et l'autre point sur l'EHPAD, c'est les bilans de médication. On sait très bien que, bien évidemment, ces patients ont des multipathologies avec beaucoup de traitements et très âgés, 90, 95 ans, et donc là, je pense que toute l'attention particulière doit être portée sur ces patients en fonction de la prescription, bilan de médication, adaptation des posologies, recherche des risques de médicaments plus adaptés dans les classes thérapeutiques, voilà, un travail de pharmacien clinicien comme on doit le faire. Et c'est une tendance forte qu'essaie de promouvoir l'USPO, c'est d'aller vers de la pharmacie clinique. Et donc l'EHPAD est un lieu où on peut travailler avec le médecin coordonnateur, le médecin traitant et l'équipe d'infirmiers pour encore améliorer, optimiser la prise en charge avec l'expertise pharmaceutique autour de ce patient. Et d'ailleurs, nos confrères hospitaliers nous encouragent dans cette voie. Et quand on discute avec les étudiants, avec les jeunes, ils nous disent « mais c'est ça que j'ai envie de faire comme métier ».
Hein, c'est cette expertise clinique que j'ai envie d'exprimer autour des patients qui sont compliqués, des patients qui sont fragiles, et c'est ça qui fait l'essence de notre métier. Bien sûr, la PDA, dans la préparation des doses administrées, comme l'a expliqué Pierre, le pharmacien correspondant qui veut bien sûr se faire en EHPAD, mais également le pharmacien référent, qui est le pharmacien qui aide l'EHPAD à structurer la gestion de ces médicaments. Il y a également la préparation des doses administrées à domicile. Il y a un certain nombre de patients qui commencent à être en tout début de perte d'autonomie, et on sait que le début de la perte d'autonomie, c'est le premier signe, souvent, c'est je n'arrive plus à gérer mes médicaments, ou je me trompe dans mes médicaments. Alors bien sûr, parfois, l'infirmier intervient, et quand il intervient parce qu'il fait d'autres soins, etc., c'est l'infirmier qui fait la PDA. Il n'y a pas toujours des infirmiers au domicile des patients. Les infirmiers, c'est à peu près 7-8% des patients. Les pharmaciens, c'est 100% des patients. Et dans ce service, on peut le proposer, et là aussi, on l'a mis dans la convention pharmaceutique pour que cet acte de mise à disposition des médicaments à travers un semainier, à travers une amélioration de l'observance des médicaments, permet de sécuriser le patient et de le rendre un petit peu plus autonome. Et donc, on retarde la mise en établissement de ce patient. Et également, bien sûr, la dispensation à domicile. Donc, vous savez que c'est un combat de l'USPO. On s'est bagarré depuis le début du Covid avec le directeur de la CNAM pour essayer d'obtenir une rémunération de la dispensation. On n'a pas réussi à le faire pendant la période de Covid, mais l'engagement du directeur au dernier webinaire a été de dire j'ouvre la négociation pour que ce soit mis en place au 1er janvier 2021. Vous voyez, quand on fait du syndicalisme, il faut être tenace, convaincant, ne rien lâcher et remettre le couvert quand c'est nécessaire. Alors parfois, on y met quelques mois, c'est ce qui s'est passé pour la dispensation, puisqu'on a démarré au mois de mars, et donc là, ce sera opérationnel si on arrive à se mettre d'accord en janvier 2021. Parfois, c'est plus long, 9 ans pour le pharmacien correspondant, mais on ne lâche pas l'affaire. Donc voilà, personnes âgées, EHPAD, c'est très important parce que 4500 pharmaciens, notamment en milieu rural, ont un équilibre économique grâce à l'EHPAD. Et il est hors de question que ce soit l'hôpital qui récupère les EHPAD, comme certains décrivent parfois de façon extrêmement maladroite. Et puis, c'est de montrer que le pharmacien, et on l'a vu pendant le Covid, eh bien, il va à domicile. Et ça, alors moi, ce qui m'a surpris, c'est le nombre de personnes qui croyaient, qui ne pensaient pas un seul instant que le pharmacien puisse sortir de sa pharmacie. Ils ont découvert ça. En disant, mais ah bon, le pharmacien, il va à la maison, ah bon, il peut porter les médicaments? Ben oui, et c'est dispensation à domicile. Ce n'est pas une livraison. Hein. Ce n'est pas un colis porté par le facteur, comme certains l'ont dit, ou éventuellement porté par la Croix-Rouge. Non, non, c'est la Croix-Verte qui porte les médicaments à domicile avec un pharmacien, avec sa compétence, qui va expliquer comment prendre le traitement. Ça, c'est un acte pharmaceutique et ça mérite d'être rémunéré. Il y avait le numérique en santé, Bénédicte, on continuait là-dessus. Donc, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, on voit bien qu'il y a la téléconsultation, donc avec l'équipement de l'officine qui permet à un patient d'être mis en condition pour avoir une véritable consultation à distance par un médecin ou par un service hospitalier. Donc ça, on a déjà signé la convention. Et s'il y a l'équipement de la pharmacie avec une visioconférence et un oxymètre, un tensiomètre, un thermomètre, et puis je ne sais plus, je crois qu'il y a un quatrième appareil, certains connectés, d'autres pas, qui permettent de faire une consultation à distance et un otoscope qui permettent de faire des consultations à distance efficaces, certainement plus efficaces qu'un coup de fil à son médecin. Hein. Ça, je dirais que ça peut dépanner, mais ce n'est pas une stratégie d'organisation du système de soins. Nous, oui. Ensuite, ça peut être le télésoin, c'est-à-dire le pharmacien qui est en contact direct avec le patient qui est à son domicile. Le patient a des difficultés par rapport à son traitement,
il peut y avoir une consultation pharmaceutique à distance. Et vous avez vu qu'on a obtenu la légalisation du télésoin pour faire les entretiens pharmaceutiques, que ce soit les bilans de médication, les AVK, les AOD, l'asthme, et demain, encore plus important, les chimiothérapies orales, enfin, les anticancéreux oraux à domicile. Eh bien, une partie de ces entretiens pourront se faire en télésoin quand le patient ne peut pas se déplacer et quand on peut le faire dans de bonnes conditions. Donc on voit bien que là aussi, on intègre des nouvelles technologies. Bien sûr, un des axes importants, c'est le dossier médical partagé. Je pense qu'il va se généraliser sans aucun problème. Ce sera la bibliothèque du patient. Ce sera tout l'historique du patient sur tous ces traitements, la biologie, les médicaments, les interventions, les radios. Et également, bien sûr, il ne faut pas oublier le dossier pharmaceutique qui permet d'enregistrer notamment la vaccination, le suivi de la vaccination, mais également toute la médication officinale, puisque celle-là, elle n'est pas remboursée et elle ne va pas dans le DMP, elle ne pourra aller dans le DMP que par l'intermédiaire du dossier pharmaceutique. Et on fait de la médication officinale un véritable parcours de soins du patient et pas quelque chose qui est juste de la consommation, ce que bien sûr l'USPO ne souhaite pas, on ne banalise jamais la prise d'un médicament. Donc, messagerie sécurisée, bien évidemment pour travailler en coordination, qui est différent du dossier médical partagé. Le dossier médical partagé, c'est la bibliothèque, je vais chercher de l'information. La messagerie sécurisée, c'est l'outil de coordination entre les différents professionnels pour que l'équipe de soins soit beaucoup plus réactive autour du patient et s'allège de charges de paperasse, etc. et permet à la fois d'être beaucoup plus réactif et d'avoir une traçabilité des décisions prises par les uns et par les autres. C'est ça l'avantage de la messagerie sécurisée. Et je pense que ces outils numériques-là vont arriver très vite. Et on a vu que ceux qui étaient parfois un petit peu réticents, comme les médecins, ont multiplié tous ces outils très très rapidement dans la période de Covid. Et c'est tant mieux. Alors, un troisième sondage. Donc, êtes-vous favorable aux propositions présentées par l'USPO sur les EHPAD, la dispensation à domicile et le numérique en santé, pardon. Donc toujours oui, non, et toujours je souhaite faire une proposition que vous pouvez toujours nous envoyer directement en cliquant sur le petit onglet avec la question. J'ai des questions sur la PDA et particulièrement sur la rémunération. Quand est-ce qu'il y aura une rémunération pour la PDA? Alors, et la livraison à domicile aussi. Alors, la dispensation à domicile, on en a parlé quand on a fait le webinaire avec le directeur général de la CNAM et il a enfin accepté de l'inscrire au calendrier conventionnel pour 2021. Donc, on va commencer les séances de négociation pour qu'il soit, dès janvier 2021, inscrit à la convention. Pour la PDA, c'est un peu la même chose. On a demandé depuis très longtemps, alors on a inscrit la PDA dans l'avenant numéro 11 comme étant un élément de rémunération potentiellement possible pour le pharmacien. Par contre, pour ce faire, il nous faut les bonnes pratiques. On attend les bonnes pratiques, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et quand on aura ces bonnes pratiques, on pourra entamer des séances de négociation pour la rémunération. Il faut bien comprendre que l'assurance maladie ne paiera pas un acte pharmaceutique de PDA sans avoir la certitude qu'il sera bien fait et fait de façon normée. Et on a besoin donc de ces bonnes pratiques. Une question aussi sur la dispensation adaptée. Comment faire pour ne pas froisser les médecins si on change de posologie ou si on propose d'enlever certains médicaments? Le but n'est pas de froisser les médecins ni de changer une posologie, c'est d'adapter un médicament en posologie variable en fonction de l'état de santé du patient. Si on prend l'exemple d'un paracétamol où le médecin va écrire de 1 à 4 par jour, voilà, on va demander, déjà actuellement, c'est ce qu'on faisait, on demandait au patient quelle quantité de paracétamol il avait besoin pour calmer ses douleurs, quelle quantité de macrogol il avait besoin pour lutter contre sa constipation, on le faisait. Donc là, en plus de le faire, on va pouvoir le tracer par l'intervention pharmaceutique qui va en découler, et puis après être rémunéré en partageant une partie des économies que l'on va refaire à l'assurance maladie. Donc il n'est pas question de froisser les médecins, il est question de tracer ce que l'on faisait déjà en dispensant la juste quantité de médicaments aux patients.
à la fois ça, c'est une vraie intervention pharmaceutique. Alors, il est hors de question de changer la prescription du médecin, hein. C'est le patient, parfois, sur la maline, hein, ou sur tramadol, des fois il en a besoin, des fois il n'en a pas besoin. Et donc, c'est d'enclencher cette discussion entre le médecin, entre le pharmacien et le patient, pour savoir est-ce que vous en avez encore besoin, combien vous en prenez, est-ce que le tramadol, vous en prenez 3 par jour, vraiment, ça va, vous le supportez bien, vous n'avez pas de vertige, voilà, ce genre de choses qui fait que on adapte la posologie à la situation du patient, c'est ce que disait Pierre. Et ça, c'est du travail vraiment pharmaceutique. Le médecin, il a mis l'intention thérapeutique. Il ne sait pas si le patient va souffrir à la hauteur de 3, à la hauteur de 4 comprimés, et il sait qu'il faut soulager la douleur. Et nous, on regarde ce qui suffit au patient et ce qui pourrait le conduire à une prise de risque. Voilà, c'est un travail de pharmacien, tout simplement, sauf qu'on le met en évidence et en plus on le rémunère. Voilà. J'ai aussi des questions sur la messagerie sécurisée, notamment sur les lourdeurs des messageries sécurisées et des questions pratico-pratiques. Pourquoi n'y a-t-il pas une seule messagerie sécurisée, une seule messagerie sécurisée, pardon, de santé, et les systèmes qui existent sont incompatibles les uns avec les autres. On reçoit des ordonnances par n'importe quel biais et ça n'a pas l'air de poser de questions aux prescripteurs. Yes, ça c'est la France, c'est assez rigolo parce que tout le monde veut en disant il faut régionaliser. Et puis dès qu'on régionalise, on voit les limites de l'exercice avec chacun qui a fait sa petite chapelle avec son petit système et qui considère que son petit système est le meilleur et qui a tout fait pour pas qu'il soit interopérable avec l'autre. Donc ça veut dire c'est le foutoir désorganisé qu'on est capable de faire, de mettre en France sur des choses qui peuvent être très simples. Il n'y a qu'en France que ça existe, c'est comme ça. Donc je pense qu'il va y avoir, ça va siffler à la fin de la partie, qu'il est hors de question de gaspiller du temps et de l'argent sur des choses qui ne sont pas compatibles, qui ne permettent pas de travailler, et il va y avoir à un moment des choix de ce qui a marché sur des territoires, puisque l'origine de ces expérimentations, c'était des territoires en santé numérique. Maintenant, on a vu que les choses fonctionnaient bien, que les choses étaient beaucoup plus élaborées. Ce qu'il faut, c'est garder ce qui a marché et le rendre bien sûr interopérable. Et après, il y a un gros travail, un très très gros travail, qui est l'intégration de ces nouvelles techniques dans nos logiciels. Chercher dans le DMP le résultat d'une biologie, pour le médecin, pour le pharmacien, ça doit être facile à faire et ça doit être enregistré après dans la fiche patient. Vous voulez à un certain moment communiquer ou enregistrer votre première étape de bilan de médication, eh bien votre logiciel doit être facilitateur pour organiser votre travail. Et donc, il va y avoir un énorme travail pour tous les éditeurs de logiciels, de médecins, de pharmaciens, d'infirmiers et d'hôpitaux. Je vais vous raconter une anecdote sur l'hôpital. Je travaille à l'hôpital de Montélimar. On parle de la sortie hospitalière. On a la chance en Rhône-Alpes d'avoir une messagerie sécurisée qui fonctionne assez bien et même très bien. Et donc on dit à l'hôpital, voilà, vous allez utiliser la messagerie sécurisée fournie gratuitement par l'ARS pour faire ce qu'on avait dit tout à l'heure, organiser la sortie hospitalière. Et donc, pour organiser la sortie hospitalière, il faut mettre le nom du médecin, le nom du pharmacien, le nom de l'infirmière. Et là, vous avez des gars qui vous regardent, des gars de l'informatique, et qui vous disent, je suis désolé, mais dans le fichier patient, il n'y a que le nom du médecin qui est prévu, le nom du pharmacien n'est pas prévu, le nom de l'infirmier n'est pas prévu. Ah, mais c'est pas grave, vous allez. Ah oui, attendez, l'informatique de l'hôpital, ça, avant d'obtenir juste cette petite modification, rendez-vous dans 2 ans. Donc ça, c'est inacceptable. Alors on se retrouvait dans les aidants familiaux. Voilà, et j'avais trouvé l'astuce, c'était aidant familial pour trouver le nom du pharmacien. C'est ce type-là de lourdeur, de blocage qui ne peuvent plus être acceptés aujourd'hui. C'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à avancer en France. C'est parce qu'à un moment, les gens se retrouvent coincés pour des choses qui ne doivent pas nous coincer. Donc les outils informatiques sont au service des professionnels et uniquement au service des professionnels et bien sûr au service du soin. Et ils doivent évoluer très rapidement, beaucoup plus rapidement que ce qu'ils font aujourd'hui, pour aider l'ensemble des professionnels à relever les défis de l'organisation, de la coordination et de l'accompagnement des patients. Ça fait longtemps que je n'avais pas poussé un coup de
J'ai juste une question peut-être sur la PDA encore. Pourra-t-elle être financée à l'avenir par les ARS? Alors, je ne pense Parce que pas c'est que le ce soit... cas, excusez-moi, je vous coupe parce qu'il y a écrit, enfin la personne écrit que c'est le cas déjà pour une MAS. MAS. Ouais, mais il peut y avoir des petites expérimentations qui ont été réalisées. Je crois qu'en Normandie, ils ont fait une expérimentation avec un opérateur pour faire un test sur quelques pharmacies, pour voir ce que ça donnait, en aidant le pharmacien à s'équiper. Nous, ce que l'on dit à l'USPO, d'abord, premièrement, il est hors de question de mettre en place des outils surdimensionnés par rapport aux officines. Donc, en gros, ceux qui ne jurent que par les automates de PDA et qui, pour le rentabiliser, sont obligés d'avoir 600 ou 800 patients, ça, ce n'est pas de la proximité, ça, ce n'est pas de l'accompagnement du patient. Donc, il existe des outils aujourd'hui qui ne nécessitent pas forcément un investissement en matériel avec une automatisation. Si les pharmaciens veulent choisir ce système, c'est très bien, mais il existe des systèmes qui permettent la traçabilité, le suivi du patient, toutes les règles permettant de sécuriser la préparation des administrés sans forcément avoir un investissement de 80 000, 100 000, 102 000 euros, ce qui exclurait un certain nombre de pharmacies. Et si on veut le faire à domicile, c'est bien ce type d'outils très souples qui permettent de le faire parce que vous avez 20, 30, 40 patients qui seront éligibles à la PDA et pas plus. Donc, hors de question de mettre en place un robot. Et l'USPO est contre toute la délégation de ce travail à un autre. Parce que je sais que certains acteurs auraient bien aimé le concentrer et le faire. On a vu des projets émanant de grossistes répartiteurs. Si vous confiez votre ordonnance au grossiste répartiteur, dans 2 ans, vous ne la retrouverez jamais plus. Donc non, c'est le pharmacien qui lit l'ordonnance, qui la sort, qui prépare la PDA si c'est nécessaire, et c'est un seul acte pharmaceutique avec un seul pharmacien qui fait de A jusqu'à Z tout ce travail de mise à disposition du médicament. Il est hors de question de saucissonner, de déléguer l'acte pharmaceutique ou de l'externaliser à des acteurs en dehors de l'officine.